Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans la version de poche de Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat en partenariat avec France Culture, une émission déconfinée mais pas encore libérée. Comme vous le savez, cet été, il est plus que probable que nous passions nos vacances en France. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'inviter deux auteurs qui évoquent la France, qui évoquent certains coins de France. Je vous les présente immédiatement. Tout d'abord, François Sureau, bonjour. Bonjour. Vous publiez lors du temps chez Gallimard un ouvrage où vous présentez votre scène, le fleuve, où vous présentez les personnages, les souvenirs et également les rêveries qui y sont attachées avec un personnage dont vous allez nous faire le portrait, Agram Bagramko. Vous allez nous dire qui il est et pourquoi vous avez choisi de le suivre tout au long de la scène. Et puis, à côté de vous, Nathalie Hennig. Bonjour, Nathalie Hennig. Vous êtes sociologue et vous publiez La Maison qui soigne aux éditions Thierry Marchès, mais vous publiez également un ouvrage consacré au Pont Neuf de Christo. Christo, l'artiste, celui qui a emballé le Pont Neuf en 1985 et qui nous a quittés dimanche dernier, ce qui fait un lien évident, le Pont Neuf emballé, avec la scène de François Sureau. Et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi cet homme est toujours aussi controversé en tant qu'artiste, Nathalie Hennig. Je ne suis pas certaine qu'il soit si controversé aujourd'hui. En revanche, quand j'ai fait cette enquête en 1985, le grand public ne le connaissait absolument pas et il n'était connu que par des spécialistes. Et c'est le fait d'avoir mis dans l'espace public cette installation monumentale qui l'a fait connaître par le grand public, avec évidemment des controverses, puisque l'emballage du Pont Neuf allait à l'encontre de tout ce que les gens pouvaient attendre lorsqu'on leur parlait d'une œuvre d'art. Christo était présenté comme un artiste, son installation comme une œuvre d'art. Or, ça n'était pas des tableaux, c'était du tissu autour d'un pont, c'était éphémère, ça n'était pas une commande publique, ça coûtait très cher, on ne comprenait pas à quoi ça pouvait bien servir. Enfin, on était vraiment à l'encontre de tout ce que les gens pouvaient attendre en matière d'art. Et c'est évidemment pour ça que j'ai eu envie à l'époque de faire une enquête sur la réception de cette œuvre d'art contemporain tout à fait particulière, qui n'a pas suscité que des réactions négatives. Il y a eu bien sûr toutes sortes de malentendus. Il y avait des gens qui pensaient que c'était une publicité pour la Samaritaine, d'autres que c'était un décor pour un tournage de film. Bon, mais donc il y a eu beaucoup de malentendus. Il y a eu des réactions extrêmement positives. Ça a été un événement extraordinaire. Les gens venaient de la grande banlieue pour voir la chose. Le chiffre d'affaires des photographes du quartier a été décuplé parce que les gens passaient leur temps à prendre des photos, ils venaient en famille, entre amis, ils organisaient des pique-niques sur le pont. Donc, il y a eu des phénomènes d'adhésion très forts. Et puis, il y a eu bien sûr aussi des rejets, des gens qui se demandaient à quoi ça pouvait servir, pourquoi est-ce qu'on dépensait autant d'argent pour quelque chose qui servait à rien alors qu'il manquait des scanners dans les hôpitaux. Enfin, tout l'éventail des réactions face à l'art contemporain. François Sureau, je n'ai pas le souvenir d'avoir croisé Christo lors du temps. Je ne suis pas sûr que vous soyez un admirateur de cet artiste. Non. Et vous savez que les surréalistes, au temps de la révolution surréaliste, faisaient des listes. On aime, on n'aime pas. Alors, on aimait Apollinaire, on aimait Chateaubriand, d'ailleurs, on aimait Apollinaire, mais on n'aimait pas Anatole France. Enfin, voilà. Et pour moi, Christo est, je pense, celui que Breton aurait rangé dans la catégorie on n'aime pas, puisque en réalité, tout ce qu'il fait ne vise pas à traverser les apparences et à montrer cette espèce d'ouverture radicale sur l'étrangeté du monde, mais au contraire, à faire disparaître la totalité du monde derrière un voile bourgeois, qui sont ce que les gens aiment bien quand ils pensent que le beau peut naître de la, comme Lautréamont le disait à propos de la rencontre sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, que le beau peut naître de la juxtaposition du neuf et de l'ancien, et ici spécialement du fait de faire disparaître l'ancien sous le neuf, alors que l'idée surréaliste aurait plutôt visé à faire, d'une certaine manière, traverser l'ancien par le regard du neuf, ce qui est précisément pour moi ce qu'il échoue radicalement à faire. Cela dit,
l'emballage, par exemple, de l'Arc de Triomphe m'aurait profondément réjoui, parce que je trouve que ce monument est un monument du kitsch, et de la même manière, s'il avait pu emballer le Panthéon, ça aurait été quelque chose de fantastique. De faire un paquet cadeau des deux. Alors, quelle est votre scène, François Sureau, cette scène que vous nous faites suivre avec Agram Bagramko? Alors, il y a des dessins d'Agram Bagramko dans L'Or du Temps, le livre que vous publiez chez Gallimard, mais je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans ce musée de Vancouver où pourtant vous dites qu'il est exposé. Et non, vous avez totalement raison. En fait, Agram Bagramko est d'une certaine manière… la France dont je parle, enfin, en réalité, j'ai choisi de suivre le cours du fleuve parce que la Seine est un fleuve très particulier. La Seine n'est pas un fleuve qui, comme la Volga ou le Danube de Magritte, ce n'est pas un fleuve qui suffit à définir l'identité d'un pays. Et d'une certaine manière, on constate qu'à part un certain nombre de peintres d'ailleurs, la France a très souvent, et en particulier la France intellectuelle, a très souvent tourné le dos à la Seine. Quand on regarde l'histoire de la Seine à l'intérieur de Paris, c'est très passionnant. Vous avez des édits royaux qui interdisent aux gens d'aller sur les berges. On y décharge des trucs. Et récemment, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On y fait passer des voies sur berge. Donc la Seine n'est pas, en réalité, la Seine est un endroit vide. La Seine est l'espèce de coulée étrange où se sont déployés, pour moi, un certain nombre de destinées, des destinées d'étrangers qui ont voulu y venir, Apollinaire, Modigliani, Picasso, Chagall ou Kessel, et puis un fleuve dont un certain nombre de gens ont voulu partir. Rimbaud, Gauguin, qui est allé au Havre pour s'embarquer pour les Marquises, ou même De Gaulle en 1940. Nathalie Hennig, votre France, elle aussi, elle est traversée par l'étranger. Alors vous, elle est plus au sud, elle se situe entre Marseille et le Chambon-sur-Lignon. Vous publiez La Maison qui soigne aux éditions Thierry Marchès. Il faut nous dire ce qu'est le Chambon-sur-Lignon pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce lieu. C'est un lieu qui n'est pas la Seine, mais la Loire, puisque c'est la Haute-Loire. Donc, le Chambon est à quelques dizaines de kilomètres du lieu où la Loire prend sa source, au Mont-Gerbier-de-Jonc. Et c'est donc un village qui est à 1000 mètres d'altitude et qui est très isolé. C'est sur un plateau pas très difficile d'accès, mais quand même. Et sa spécificité, qui fait que pour un petit village de moins de 3000 habitants, il est quand même connu quasiment dans le monde entier. En tout cas, il est connu aux États-Unis, il est connu en Israël, il est connu dans beaucoup d'endroits, tout simplement parce qu'il a été le seul lieu en France et même au monde où des milliers de Juifs ont été sauvés pendant la guerre, pour toutes sortes de raisons très intéressantes à étudier, qui font l'objet d'un lieu de mémoire qui a été inauguré en 2013. Il se trouve que ma famille était réfugiée à quelques kilomètres de là pendant la guerre et que donc j'ai connu cet endroit dès ma petite enfance et que j'y suis restée extrêmement attachée, raison pour laquelle j'y ai acheté cette maison dont je parle dans La Maison qui soigne, qui était la suite d'un précédent ouvrage qui s'intitulait Maison perdue. Et j'ai découvert en m'installant à mi-temps dans cet endroit, qu'il a été le lieu de réunion, si on peut dire, d'un nombre considérable d'intellectuels entre les années 1920 et la fin des années 40. Une bonne quinzaine de très grands intellectuels de très haut niveau y ont séjourné pour des raisons différentes. Dans le cas d'Albert Camus, c'était la tuberculose qu'il fallait soigner. Dans le cas de Francis Ponge, de Paul Ricoeur, de Georges Canguilhem, c'était le lien avec le protestantisme. Le philosophe. Le philosophe, voilà. Et puis, il y a aussi un certain nombre de Juifs qui ont été réfugiés pendant la guerre, dont le grand historien Jules Isaac, dont André Chouraki, dont le mathématicien Alexandre Grothendieck, enfin voilà, toute une série de très grands intellectuels qui ont écrit des œuvres sur le plateau ou qui les ont conçues et auxquelles j'ai consacré il y a 2 ans une exposition et un ouvrage d'écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon. Et donc c'est ainsi que se dessine votre France, une France qui peut rejoindre aussi les choix de François Sureau, puisque il y a un certain nombre de personnages que vous affectionnez qui ne sont pas forcément des personnages très connus. Il y a par exemple Mangin, le général Mangin, dont il faut que vous nous rappeliez la mémoire, François Sureau, dans son opposition à Pétain. Voilà, alors il y a Mangin, mais avant, je suis très content quand Nathalie évoquait la figure de Georges Canguilhem, qui est également une des figures, parce que ce sont, ma remontée de la Seine, c'est des souvenirs qui sont pour moi des souvenirs bénéfiques. Je veux dire, comme beaucoup de gens, j'ai passé quand même
les 20 dernières années dans un pays déchiré entre le doute de soi, l'amertume et le ressentiment. Et au fond, la contemplation des figures bénéfiques est extraordinaire. Et il y a un passage magnifique de Canguilhem, c'est quand il prononce l'éloge de Cavaillès. C'est une chose qui compte énormément pour moi. Il faut rappeler, François Sureau, qui sont Canguilhem et également Cavaillès. Georges Canguilhem était un très grand professeur de philosophie et Canguilhem a été également un des grands philosophes de son temps. C'était un épistémologue, un spécialiste d'histoire de France, d'histoire des sciences. Et Canguilhem a eu… il est l'un des personnages d'ailleurs de l'Armée des Ombres de Melville, où il est joué par Paul Meurice. Et Canguilhem et Cavaillès est mort, c'est un compagnon de la Libération qui a été arrêté, qui a été exécuté, qui est mort en héros dans la résistance. Alors que jamais auparavant, et ceci est important, que jamais auparavant il n'avait donné l'indication d'une quelconque orientation politique particulière. Ce n'était pas le genre d'homme à signer des manifestes, ce n'était pas le genre d'homme à protester partout, ce n'était pas le genre d'homme à s'indigner. Et puis au moment de la plus grande épreuve, il a fait un choix radical. Et quand Canguilhem prononce son éloge dans une petite cérémonie à la rue d'Ulm, il dit simplement, face à un parterre composé de théoriciens de l'existentialisme, voilà donc un homme qui n'aura rien fait d'étudier l'histoire de France, l'histoire des sciences, et qui, au moment d'eux, etc., que les sectateurs, les doctrinaires, que les doctrinaires de l'engagement, et on voit très bien qui ils visent, fassent aussi bien la prochaine fois s'ils le peuvent. Et j'aime énormément cette phrase parce qu'elle montre ce côté… que j'ai voulu décrire dans les personnages que j'ai aimés, qui sont des personnages qui ont fait ce qu'il fallait à certains moments, dans le doute et l'incertitude, sans avoir au préalable bassiné les autres auparavant avec leur amour du bien. Et Mangin est fascinant pour ça, parce que c'est une famille. Il était l'un des généraux vainqueurs de la Première Guerre mondiale, mais ce qui est plus étonnant que lui, qui était un militaire assez étonnant, vaguement anarchisant et dreyfusard, enfin une espèce d'apôtre de la volonté, comme ça. Il avait eu 2 fils et 2 gendres, et les 4 étaient compagnons de la Libération, notamment Louis-Eugène, qui est un type fantastique, qui est l'un de ceux d'ailleurs qui a donné la bombe atomique à Israël au moment de Bourget-Spoonouri. L'extraordinaire Diego Brosset, qui avait écrit Un homme sans l'Occident, qui est mort au volant de sa Jeep en 1944 après avoir libéré Colmar, et le conducteur de sa Jeep était Jean-Pierre Aumont. Ça m'a souvent fait rêver. Je parle de Jean-Pierre Aumont dans mon livre parce que sur sa notice Wikipédia, il y avait marqué 2 choses. Il y avait marqué acteur militaire de la France libre et acteur français, et ensuite on donnait le nom de toutes les femmes avec qui il avait eu des aventures. Édith Lamar, enfin des femmes absolument extraordinaires. Et pour moi, quand j'étais jeune, ça représentait vraiment l'idéal de ce qu'il fallait faire dans l'existence. Nathalie Hennick, il y a au Chambon-sur-Lignon une sorte de cluster, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais, un foyer d'intellectuels qui se met en place et qui croise, vous aussi, votre biographie, puisque dans La maison qui soigne, publiée aux éditions Thierry Marchès, eh bien, vous racontez aussi comment votre vie et la vie de votre famille croisent celle de ces grands intellectuels qui ont été ou bien en villégiature au Chambon-sur-Lignon ou bien qui s'y sont réfugiés. Oui, c'est tout à fait étonnant comme situation où on voit un endroit à la fois très isolé et très petit, hein, c'est un petit village, faire l'objet de cette présence étrange qui conjoint à la fois la résistance armée, parce qu'il y a eu le maquis pendant la guerre, la résistance spirituelle, parce qu'il y a eu le rôle très important des protestants, des pasteurs protestants, notamment le pasteur Trocmé, et puis cette extraordinaire floraison de gens qui soit étaient réfugiés en raison de ce qui se passait, en raison des persécutions, soit ont choisi le lieu. Il faut dire que le caractère très protestant du lieu a beaucoup attiré de protestants. Je suis moi-même issue d'une famille juive d'un côté, protestante de l'autre, et ça joue évidemment sur l'atmosphère d'un lieu qui tient sa caractéristique non seulement des paysages qui sont très, très typés et très beaux. Dans le panthéon personnel de François Sureau, il y a des choses qui résonnent avec cela. Il y a le jansénisme, il y a Port-Royal, il y a Pascal, François Sureau. Ça n'est pas uniquement le protestantisme qui résonne, c'est en fait l'ensemble de cette manière-là d'envisager la spiritualité. Oui, il y a aussi, je crois que il y a aussi une partie de ce livre, en tout cas, que j'ai écrite et dont je suis très content qu'il soit publié maintenant. Enfin, je suis très content d'avoir l'occasion d'en parler maintenant,
Parce que c'est un livre que j'ai fait d'une certaine manière pour échapper aussi à la politique. C'est-à-dire qu'il me frappe énormément que depuis 20 ans, notre univers, c'était en particulier le cas dans le confinement, hein, mais notre univers intime, notre univers personnel est incroyablement dicté par la politique parce qu'il est incroyablement dicté par nos inquiétudes. Alors qu'on se rend compte que quand on contemple un certain nombre de destinées particulières qui vont de Chateaubriand, André Breton ou celle de Pascal ou celle d'autres personnes, on se rend compte qu'en réalité, il y a toute une espèce de tuf français très littéraire formé d'un caractère réfractaire et d'un amour étrange de la vie qui, à certains moments, les dispose à une action politique particulière, mais sans que la politique forme le tout de leur existence. Le Pascal est absolument caractéristique pour ça. Et en fait, il y a beaucoup dans mon livre de figures d'écart, parce que je trouve que notre monde moderne comment dire, se montre assez hostile au retrait, à l'écart, à la méfiance sereine. Pascal est un extraordinaire penseur politique. Gérard Lebrun, qui avait écrit ce livre magnifique qui s'appelle Patience du concept, en a parlé magnifiquement. Pascal est en fait à la fois apparemment conservateur, puisqu'il pense que globalement, les institutions doivent être préservées en ce qu'elles garantissent la paix sociale. Il est aussi un formidable professeur de scepticisme par la distinction qu'il fait entre les grandeurs naturelles et les grandeurs d'établissement, et qui devrait interdire à chacun d'espérer qu'un président, un premier ministre, une majorité, une doctrine, quelle qu'elle soit, puisse apporter le bien sur la terre. Il y a quelque chose là-dedans que j'aime énormément. Et puis aussi les contradictions qui sont visibles, par exemple, dans ce personnage fantastique qui est présent dans le livre quand je raconte sa mort, et qui est pour moi un personnage absolument central, qui est Guillaume Apollinaire. Qui est un Pourquoi personnage, Apollinaire? Expliquez-nous ce qui vous attire chez lui, François Sureau. Je trouve que l'un de nos défauts collectifs, c'est la binarité. C'est-à-dire qu'on est de droite ou de gauche, on est militariste ou antimilitariste, on est croyant ou agnostique ou athée, etc. Il y a chez Apollinaire une manière absolument incroyable d'essayer de concilier les contraires à la recherche de l'harmonie. Voilà l'homme qui écrit « À toi, soldat, amoureux de la douce France », qui s'engage, qui est fier de lui, d'ailleurs, qu'on avait traité très souvent de métèque. Vous vous souvenez que Cravant, au moment des expéditions des indépendants, quand Apollinaire défendait évidemment Marie Laurencin avec qui il vivait, etc., le traitait de juif Apollinaire. Il était le juif Apollinaire. Martin Dugard lui trouve un air de juif étranger. Enfin, c'est quand même absolument extraordinaire. On voit dans la destinée d'Apollinaire vivre en creux la totalité des xénophobies françaises de cette époque, et lui avait voulu certainement s'intégrer, devenir français. Sa croix de guerre était quelque chose d'énorme pour lui, sa Légion d'honneur, le rêve de l'Académie française. En même temps, comme dit l'autre, il fait représenter les mamelles de Tirésias, qui est quand même un immense texte féministe, où la femme du roi oblige le roi à procréer parce qu'il est injuste que seules les femmes procréent. Comme dans ce Chambon sur Lignon, Nathalie Hennig, qui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est une réunion de gens tout à fait étonnants, avec une sorte de mystère, le mystère du bien, puisqu'on évoque souvent le mystère du mal, mais là, il s'est passé quelque chose de très particulier au Chambon sur Lignon, c'est le village collectivement qui a sauvé des juifs, des enfants, et des personnes adultes. Bref, comment explique-t-on, vous qui êtes également sociologue, Nathalie Hennig, comment explique-t-on qu'un village, qu'une vallée collectivement se soit liée pour empêcher que ces gens-là meurent? Je crois que c'est très fortement lié à l'histoire de l'enracinement protestant et à la fois du lien très ancien entre le protestantisme et le judaïsme, puisque bien évidemment l'Ancien Testament est la Bible des protestants, et par ailleurs le souvenir des persécutions qui est quand même encore présent, parce que les persécutions très violentes contre les protestants au XVIIIe siècle, suite à la révocation de l'édit de Nantes, sont encore dans les mémoires. Elles ne remontent qu'à quelques générations. Leur souvenir se transmet de génération en génération. Justement, concrètement, comment s'y sont-ils pris pour que les Juifs qui étaient cachés dans ces fermes soient avertis lorsqu'il y avait un risque? Comment il y avait toutes sortes de stratagèmes. On venait d'un signe, alors la porte de la grange sera ouverte si jamais il y a un danger. Il y avait aussi, il faut parler quand même de la mobilisation des réseaux d'entraide juive, hein, l'œuvre de secours aux enfants, enfin toutes sortes de réseaux juifs et de résistance juive, le Joint, etc., qui ont beaucoup fait. Les réseaux collectifs protestants ou
pas protestants, certains étaient même également catholiques, qui ont sorti notamment des enfants et des adolescents des camps de Gurs, de Rivesaltes, etc., pour les faire venir sur le plateau. On a tous ceux qui, tout simplement des paysans, dont Chouraki nous raconte qu'ils attendaient le petit train dans de minuscules édicules en pleine campagne qui étaient les arrêts du petit train, hein, et qui attendaient au cas où, à tout hasard, il y aurait des enfants juifs à venir secourir et abriter. Il y avait aussi ces noms de code. On vous apporte 3 Anciens Testaments, ça voulait dire 3 Juifs à sauver. Bon, enfin voilà, il y avait toute une série d'anecdotes, hein, mais réelles, qui racontent très bien toutes ces histoires. Alors, il y a eu plusieurs films qui ont été consacrés au Chambon-sur-Lignon pendant la guerre. Il y a eu plusieurs ouvrages. Enfin, ça commence à devenir quelque chose d'assez connu. C'est une sorte c'est en train de devenir un petit peu légendaire, mais je crois que c'est une légende qui mérite d'être connue et transmise parce qu'elle est exemplaire. C'est le seul lieu mémoriel qui soit positif et non pas négatif, c'est-à-dire un lieu mémoriel de la Seconde Guerre mondiale qui soit un lieu de sauvetage et non pas de destruction. C'est vrai. Dans ce lieu de mémoire qu'est le livre que vous avez signé, François Sureau, il y a différents personnages. Alors, il y a des personnages héroïques, on a parlé de Mangin, il y a des personnages animaliers comme Babar, et puis il y a des personnages parisiens à l'apparence plus modeste. Je pense à Maigret, par exemple, François Sureau. Oui, si vous voulez, j'étais très sensible à ce que disait Nathalie tout à l'heure, c'est-à-dire et à ce que vous disiez aussi, Guillaume. C'est-à-dire, en fait, nous vivons sous l'effet de cette espèce de superstition selon laquelle le mal est plus puissant que le bien, simplement parce que le mal est plus visible. Et d'une certaine manière, j'ai toujours été passionné par les figures de la recherche du bien dans les destinées individuelles. Je reviens une minute sur ce qui a été dit avant à propos du Chambon-sur-Lignon, parce que c'est aussi un des passages de mon livre, pas le Chambon-sur-Lignon, mais autre chose, qui est, je suis fasciné par, alors il y a la sociologie, bien sûr, il y a le protestantisme, j'y suis très sensible, la famille de ma mère avait quitté la France au moment de la révocation de l'édit, et c'est vrai que c'est quelque chose dont le souvenir est toujours vivant en réalité, chez les protestants, il n'y a pas de doute. Il y a un élément sociologique, et puis ce qui me fascine aussi, c'est l'élément de discernement individuel. C'est-à-dire le moment où, par exemple, j'en parle, ce qu'on appelle l'encyclique oubliée, c'est le moment où le pape Pie XI, après avoir condamné d'ailleurs dans des termes équivoques à l'égard du judaïsme, il ne faut pas l'oublier, le nazisme dans Mitbanender Sorge, fait venir un jésuite extraordinaire. Dans ma poignante inquiétude, pour traduire. Dans ma poignante inquiétude. Il fait venir un jésuite extraordinaire, je raconte cet épisode assez oublié dans le livre, qui s'appelle John Lafarge, qui est devenu ensuite un des grands promoteurs des droits des Noirs aux États-Unis et qui a accompagné Martin Luther King jusqu'à sa mort dans la plupart des manifestations qu'il faisait. Et il dit à Lafarge, je voudrais que vous condamniez l'anti-judaïsme dans une encyclique. Et Lafarge, qui est absolument interloqué, qui est un jeune jésuite de 35 ans, lui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que j'écrive ?» Très Saint-Père. Et le pape lui répond « Imaginez que vous êtes pape et écrivez ». Et Lafarge s'enferme à Manresa avec 2 autres jésuites, dont un Allemand, et ils se mettent à écrire une encyclique qui ensuite ne sera jamais publiée, puisque le pape Pie XI est remplacé par Pie XII, et que cette encyclique n'aura jamais lieu. Et je suis absolument fasciné de voir dans une conscience individuelle comme celle de Lafarge naître cette idée. Vous avez ça dans un autre personnage du tome 2 de l'Or du Temps que je suis en train d'écrire, une femme extraordinaire qui s'appelait Marie Skopskov, qui était une femme, une Russe, cousine de Scriabine, réfugiée en France en 23 ou 24, 2 fois divorcée, un enfant naturel, se convertit à l'orthodoxie. Elle était l'amie de Trotsky. Elle avait été successivement mère bolchevique puis mère blanche de son bled en Russie. Ensuite, elle émigre et elle fait un truc genre CIMAD, c'est-à-dire qu'elle crée une association pour les réfugiés. Et en 40, elle discerne tout de suite le caractère maléfique du nazisme. Et elle est déportée avec son fils, elle est morte à Ravensbrück. Geneviève de Gaulle a magnifiquement parlé d'elle. Et je trouve ce cheminement individuel de la conscience chez des gens qui n'avaient
peut-être pas de raison, ni Lafarge, ni Marie Skopskov, d'y être a priori sensible, en dehors de cette notion particulière que quelque chose d'absolument essentiel se jouait là, tout à fait important. Et Maigret, pour moi, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que Maigret, il est fascinant à bien des titres. D'abord parce que c'est un portrait de la France, un portrait modeste de la France, mais aussi c'est une réflexion absolument permanente sur la nature du mal. Le fait que rien ne permet de distinguer un criminel avant qu'il ait commis l'acte criminel. Nathalie Hennig, justement, puisqu'il y a les mots liberté de choisir et de s'engager, j'aimerais, pour terminer, que vous évoquiez deux personnages essentiels au Chambon-sur-Lignon, Camus et Aron, avec une amitié qui s'est nouée d'ailleurs au Chambon ou ailleurs? Non, elle existait à Paris, hein. Ils se sont connus à Paris. Mais il se trouve que Camus a passé, en fait, il a été confiné littéralement au Chambon-sur-Lignon entre août 42 et novembre 43 pour des raisons qu'on pourra trouver dans les livres sur la question. Pour la tuberculose. Et au fait que le débarquement des Alliés en Afrique du Nord lui a interdit d'aller rejoindre sa femme à Oran. Et donc, il est resté assez longtemps. Et c'est là qu'il a écrit La Peste, qui est quand même un roman particulièrement d'actualité en ce moment. Et Raymond Aron, pour toute autre raison, quelques années plus tard, grâce à Georges Canguilhem, qui était son ami, est allé passer des vacances au Chambon-sur-Lignon. Et dans l'exposition et le livre que j'y ai consacré, j'imagine que Albert Camus, revenant en 1949 au Chambon, en septembre 1949, a pu retrouver son ami Raymond Aron. Mais bien sûr, ils se connaissaient de Paris. Et évidemment, ils ont incarné tous les deux, c'était des grands intellectuels qui ont incarné dans l'après-guerre une pensée libérale au bon sens du terme, une pensée antitotalitaire, à une époque où c'était plutôt les sartriens qui prenaient non seulement un engagement, mais une adhésion à l'idéologie stalinienne. Or, le paradoxe de la situation, c'est que Sartre, qui n'a jamais résisté et qui a même très tranquillement profité de l'occupation, a prôné après-guerre l'engagement le plus radical, alors que Aron et Camus, qui faisaient figure de droite parce qu'ils n'étaient pas du côté du Parti communiste et des staliniens, sont eux des très grands résistants, puisque Raymond Aron rejoint De Gaulle dès juin 40 et que Aron a été un grand résistant. Donc là, il y a vraiment un paradoxe de l'histoire de la pensée française de la seconde moitié du XXe siècle qui se noue d'une certaine façon au Chambon-sur-Lignon. Un mot de conclusion, François Sureau, s'il vous plaît. Quelque chose d'encourageant, d'une certaine manière, qui me... Voilà, sur l'étrangeté, sur les origines différentes, sur la diversité. J'ai eu la curiosité d'aller rechercher le dossier de naturalisation de Joseph Kessel, parce que j'écris un chapitre sur Kessel, j'aime beaucoup Kessel, et donc je suis allé rechercher son dossier de naturalisation, et ça m'a rendu confiance en l'administration française. Il m'arrive de la critiquer, ça m'a rendu confiance en elle. Il y a un rédacteur anonyme qui a marqué... il a gardé, au moment du décret, alors il est naturalisé français après s'être engagé volontaire, avoir été combattant dans l'aviation, d'où l'équipage, et il se réengagera ensuite, comme on sait, au cours de la Deuxième Guerre mondiale dans la France libre. Et sur son dossier, il y a marqué il y a une petite note dans laquelle il y a écrit il a incontestablement gardé quelque chose de russe. Ses manières laissent à désirer, mais non son sentiment patriotique. Je trouve ça absolument magnifique. Écoutez, c'est merveilleux de vous entendre tous les deux, mais malheureusement, il faut nous quitter. La possibilité pour continuer à entendre vos voix singulières, c'est de vous lire Nathalie Hennig, La maison qui soigne. C'est aux éditions Thierry Marchès, et puis on peut aussi se rendre au Chambon-sur-Lignon pour aller voir sur place ces lieux de mémoire qui sont effectivement des lieux de mémoire positifs. Et puis François Sureau, L'or du temps, chez Gallimard. Là aussi, on peut se promener sur vos traces. François Sureau, de Troyes à Paris. Et puis, la suite est à venir, puisque vous promettez qu'il y aura 2 autres tomes. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livre